Je suis Thierry Laudet, l'un des grands spécialistes internationaux de la sexualité animale. C'est évidemment ma plus grande passion de voir pourquoi toutes ces espèces et comment toutes ces espèces qui nous entourent ont fait passer de leur côté les sexualités pour survivre et pour vivre ensemble. Le sexe biologique n'a pas de vraie définition parce que c'est un mot qui englobe énormément de catégories différentes. La biologie a commencé à travers les études de l'humain et que c'est à partir de cet échantillon qui était censé être représentatif du monde vivant que petit à petit on a défini ce qu'était le sexe. Le sexe, ça serait la méiose, c'est-à-dire la capacité pour un organisme de produire des cellules sexuelles haploïdes qui vont donc être obligées de se retrouver à deux, spermatozoïdes d'un côté, ovules de l'autre, pour être fécondé, pour se féconder et organiser une fusion cellulaire. Le sexe, ça signifie aussi les sexualités. Encore une dernière définition du sexe, bien sûr, puisqu'on donne le mot sexe au genre, c'est-à-dire aux organes sexuels d'un genre donné, si tant est, bien sûr, qu'on parte toujours de l'hypothèse que l'humanité est l'image de ce que serait la sexualité du monde, les sexualités du monde, et du coup, on va s'apercevoir qu'il y a deux sexes. Le sexe mâle, c'est-à-dire un sexe qui va fécondé, le sexe fécondant, et le sexe femelle, c'est-à-dire le sexe qui est fécondé. Si on s'en tient à cette simple définition, il n'y a que deux sexes dans tout l'univers, un fécondé, un fécondant. Mais il peut y avoir plusieurs types de sexes fécondants, c'est-à-dire plusieurs types de mâles, et plusieurs types de sexes fécondés, c'est-à-dire plusieurs types de sexes femelles. Une chose est fondamentale dans la sexualité, c'est qu'elle n'est pas la reproduction, qu'elle ne se contient pas à la reproduction, et que la reproduction ne contient pas la sexualité. Il y a de la reproduction non sexuelle et toute forme de reproduction sexuelle. Mais il y a aussi des sexualités sans aucune reproduction, et évidemment les masturbations par exemple en démontrent l'existence chez la quasi-totalité du monde animal. Ce qui est vraiment paradoxal dans les sexualités, c'est que ces sexualités n'ont pas toujours lieu en même temps que la reproduction. On a parfois des espèces qui vont être comme les paramécies par exemple, qui sont capables de sexualité puisqu'elles sont capables de fabriquer un échange d'ADN. Donc, lors d'un épisode particulier qu'on appelle la conjugaison, là on voit deux paramécies, ni mâles ni femelles, s'accoler l'une à l'autre et se faire un échange d'ADN. En revanche, la reproduction a lieu à un autre moment, à un autre épisode, où une paramécie toute seule va, elle, se diviser en petits morceaux. Généralement, chez la paramécie commune, c'est en deux morceaux, elle se divise, elle se casse en deux, et la cellule fille va donc être identique à la cellule mère. Évidemment, on va avoir là une prolifération des espèces. Mais on voit bien que la reproduction chez ces protistes, aussi bien chez les paramécies que les amibes, les vorticelles et beaucoup d'autres espèces, est totalement indépendante de la sexualité. On a toutes sortes de cas, l'hermaphrodisme par exemple, où l'individu va porter à la fois des gamètes mâles et des gamètes femelles, mais il ne s'auto-fécondera pas non plus. Le lombric, par exemple, très proche, ou l'escargot que chacun d'entre nous connaît, vont pratiquer des recherches de l'autre sexe. En fait, une fois qu'ils ont rencontré un individu, ils sont sûrs d'avoir rencontré le bon. Et là, ils vont donc avoir un accouplement de type homosexuel, puisque c'est en phase mâle qu'ils vont s'échanger des spermatozoïdes. Le lombric, par exemple, va donner des spermatozoïdes à un autre lombric dans une phase très voluptueuse. Ils s'enroulent l'un avec l'autre, ils fabriquent un cocon. Et en recueillant les spermatozoïdes de l'autre individu, il va la stocker dans sa spermathèque, et c'est ensuite, lorsqu'il va passer en phase femelle, qu'il va émettre des ovules et féconder ses propres ovules avec le sperme de l'autre. On voit là un mécanisme sexuel croisé, toujours, et pourtant avec une espèce capable d'avoir les deux sexes en même temps. On va se rapprocher d'une fécondation interne au fur et à mesure que des espèces mâles et femelles vont commencer à inventer des procédures de plus en plus précises. Chez les mâles, ça va être des gonopodiums, puis des hémipénis, et enfin des pénis, il y a encore d'autres intermédiaires, qui vont favoriser l'insémination interne de la femelle. Ça commence en fait d'abord avec des espèces comme par exemple les tritons, qui vont eux éjaculer d'une manière précoce, en quelque sorte, un simple spermatophore, un boulet, un paquet de sperme, que la femelle va venir récupérer par ses lèvres cloacales et s'auto-féconder de l'intérieur. Vous voyez, c'est une fécondation interne, mais elle est quand même très indirecte. Quelque chose s'est mêlé de cette sexualité depuis le tout début, c'est le système nerveux. Le système nerveux de la récompense, le système nerveux du plaisir, et comme ces activités-là pour se multiplier et s'ajouter les unes aux autres, vont occasionner du plaisir, eh bien on va voir de plus en plus d'animaux multiplier les activités de caresses sexuelles qui vont être tout à la fois
déterminante pour réussir ou non une copulation que pour tout simplement obtenir du plaisir. Le conflit d'intérêt entre les deux sexes est quelque chose d'inhérent à la sexualité, parce que l'intérêt des femelles n'est pas le même intérêt que les mâles. Le conflit, pendant longtemps, il a été vu comme une guerre des sexes. L'exemple le plus particulier de ce conflit, c'était la montre religieuse, dont la femelle va dévorer le mâle après qu'ils aient copulé ensemble, ou le conflit chez les lions, où le mâle va tuer les petits lions pour pouvoir prendre la place du lion dominant et, si possible, que les femelles soient à nouveau fertilisables, fécondes, puisqu'elles n'auront plus l'allaitement possible. À chaque fois, on voit qu'évidemment, ça diminue la reproduction de l'autre. Quand le mâle de menthe religieuse meurt, évidemment, sa reproduction à lui va être terriblement diminuée pour l'avenir. Et quand le lion tue les petits de la lionne, il réduit la reproduction de la lionne. On appelle ça un tir à la corde, pourquoi? Parce que c'est pas en tout ou rien que ça se passe. À chaque fois, il y a d'un côté la femelle qui tire pour son propre avantage, en quelque sorte, pour ses propres possibilités physiques et physiologiques. Et de l'autre côté, le mâle qui va tirer, lui, de son côté, pour favoriser, évidemment, sa propre physiologie et ses propres comportements. Donc c'est un tir à la corde qui va se stabiliser ou pas, selon les espèces, selon les moments. N'oublions pas qu'on regarde un instantané des espèces, qu'elles ont des millions, voire des milliards d'années d'évolution, et que depuis au moins 600 millions d'années, ce tir à la corde joue. Tout ça, ça va générer, vous voyez, un ensemble apparemment conflictuel, mais je pense que c'est davantage une dynamique qui se fabrique et qui s'exacerbe tout en essayant de se rééquilibrer avec ce que j'appelle le tir à la corde. Parce que sans cet équilibre, la situation ne tiendrait pas. Dans l'écologie de la nature, il faut bien voir que c'est la stabilité des choses qui les fait durer, perdurer. Dès que les choses deviennent un peu instables, eh bien évidemment, il y en a un des deux qui disparaît ou du moins qui est obligé de modifier son comportement, son avènement, sa sexualité et même sa physiologie. Cet aspect social dont on vient de parler du sexe, il est encore plus visible chez des animaux comme les bonobos, qui eux vont utiliser la sexualité pour apaiser leurs rapports sociaux. En ayant des activités sexuelles jusqu'à 100 fois, 200 fois parfois par jour, les animaux montrent aux autres animaux qu'on peut s'apaiser, qu'on n'est pas obligé d'en passer par le conflit, par l'agression sexuelle ou par des activités coercitives. On a eu tendance pendant longtemps à essayer de regarder la sexualité humaine comme le prototype de toute sexualité. Or, pas du tout, elle est très différente et très particulière par rapport aux autres, tout en étant évidemment la résultante de toute cette histoire évolutive qui a conduit petit à petit la sexualité à travers ce qu'elle est. L'anthropocentrisme pose vraiment un énorme problème et on le voit chez beaucoup de scientifiques qui, jusque dans les années 80, considéraient encore, par exemple, l'homosexualité animale soit comme pathologique, soit comme inexistante, ce qui est d'ailleurs un peu contradictoire. Et toutes ces pressions sociales, sociétales qui ont été organisées par notre culture, évidemment, nous empêchent de bien voir les choses. En revanche, il y a un autre aspect des choses qu'on met également en cause dans la relation à l'animal, c'est l'anthropomorphisme, qui consiste à penser que nos sentiments à nous sont très proches des sentiments animaux ou que les sentiments animaux sont très proches des nôtres. Alors, c'est pas forcément un obstacle quand on sait qu'on en fait. Parce que l'anthropomorphisme, effectivement, est aussi lié à l'empathie qui s'exerce entre les espèces. On sait maintenant depuis très longtemps que les chimpanzés, par exemple, sont capables d'aide à leurs congénères qui ont des problèmes. On sait que les dauphins sont capables d'aider les autres. Donc, anthropocentrisme, il faut s'en débarrasser, ce n'est pas facile du tout. Il faut donc réfléchir à tout l'aspect culturel qui imprègne la biologie, et notamment toutes les idéologies qui accompagnent la biologie. Par exemple, il ne faut pas du tout oublier que la biologie était à la base du scientisme sur les races, sur le racisme. Il faut bien comprendre que les sexualités ne sont ni d'ordre génétique, ni d'ordre chromosomique, ni d'ordre social, elles sont tous les ordres à la fois. Le panda a déjà 5 doigts qui sont complètement coincés comme ça, il n'était pas question pour lui d'obtenir un pouce. Il a fallu qu'il utilise un sésamoïde de son poignet, mais vous voyez, à chaque fois, il y a des solutions qui vont se faire, et on ignore totalement comment. Il n'y a évidemment pas de finalité dans l'évolution, c'est une suite sans logique apparente et sans continuité, mais qui se déroule chaque jour. L'évolution n'est pas du tout une longue marche pour améliorer toutes les procédures organiques, pour faire de nous les meilleurs et les mieux qui soient. Bien au contraire, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est une série de petits événements sans aucun rapport parfois entre eux, qui vont se multiplier et qui vont entraîner les grandes conséquences. Parce qu'il existerait des exoespèces, des espèces qui pourraient exister ailleurs. Bon, pour l'instant, on en est très loin d'une
d'une telle découverte, mais d'après la théorie, il n'y a aucune raison de ça. Puisque tout se passe avec cette cascade d'événements particuliers qui vont dans tous les sens, il est fort probable qu'une telle cascade soit possible dès qu'on réunisse tous les éléments possibles. Dans un déterminisme strict, on pourrait même retrouver particulièrement la même planète avec les mêmes espèces et la même sexualité. Mais on voit bien que cette probabilité-là est extraordinairement faible dans l'univers. D'abord parce que déjà, on n'a pas beaucoup d'exoplanètes où on est susceptible d'abriter la vie. Il y a beaucoup plus d'exoplanètes sans possibilité de vie. Et puis surtout parce que pour l'instant, toutes les exoplanètes et tout ce qu'on a pu trouver d'un peu exotique ne se ressemblent pas. Il n'y a pas une autre Terre. Toutes les autres planètes sont différentes de même tout ce qu'on avait pu imaginer jusqu'à présent. Alors je crois que la sexualité étant déjà un des éléments qui fabrique de la diversité et qui magnifie justement toute la diversité des conduites, c'est quand même très peu probable qu'on puisse avoir les mêmes choses. Vous voyez, on peut répondre oui ou non selon son envie personnelle de vouloir que la vie existe ailleurs. Ce qu'on appelle le genre, mâle ou femelle, n'est pas fixé que par des chromosomes. On a par exemple les hormones qui jouent un rôle important chez beaucoup d'espèces. La densité chez les poissons, par exemple, va les conduire à changer de sexe. Une femelle de dorade peut devenir un mâle de dorade uniquement à la fin de sa vie si elle est toute seule. Si c'est le seul animal assez vieux et que tous les autres sont de l'autre sexe. Là, on va avoir une influence sociale. Et puis, il y a évidemment des influences environnementales. Le parasitisme, mais aussi la température. On a découvert par exemple que chez les crocodiliens, bon, ça a été découvert chez l'alligator, mais ça se passe chez la plupart des crocodiliens, chez l'alligator, la femelle va fabriquer un nid de feuilles dans lequel elle met ses œufs. Dans ce nid de feuilles, la pourriture ambiante va générer une certaine forme de chaleur qui va évidemment permettre d'incuber les œufs. Mais on sait que les œufs sont tous asexués. On a des œufs qui sont ni mâles ni femelles. En fait, ils portent un petit peu les deux. Ce qui va générer des mâles, c'est la température extérieure et intérieure du nid. En règle générale, comme l'intérieur du nid est très chaud et que plus on va vers la périphérie du nid, plus c'est frais, eh bien, les deux sexes vont être équilibrés. Plus la température va être chaude, plus on aura des mâles chez certaines espèces, plus on aura des femelles chez d'autres, par exemple chez les tortues et chez les crocodiles, c'est inversé. Mais c'est toujours cette température qui va générer la sexualisation des individus. On appelle ça une détermination thermique du sexe. Alors évidemment, on voit bien à quel point le sexe ici, il est tout à la fois. Il est influencé par la chaleur, mais chez d'autres espèces également. Il est influencé par la vie sociale, par les chromosomes, par la génétique. Tout intervient pour fabriquer cette sexualité qui n'est pas quelque chose d'enclenché une fois pour toutes dans la nature et qui donc, comme on l'a fait un peu remarquer tout à l'heure, pourrait éventuellement se perdre dans le futur, qui sait. On voit bien sûr qu'avec toute cette construction de la sexualité, combien l'évolution a d'abord un côté queer, c'est-à-dire un côté qui intègre à la fois la différence des sexes, mais aussi leur ressemblance, leur difficulté à être, à tous les points de vue, depuis le point de vue génétique jusqu'au point de vue social, bien entendu. Ce côté queer de l'évolution est essentiel, parce que c'est lui qui fabrique de la diversité à travers ces conduites sexuelles de plus en plus diversifiées qui vont continuer à entraîner la diversité. Et tout ça, ça se répond parce que ça fait partie de l'écologie de notre planète. On est sur un tout petit monde fini dans lequel les interactions, dont l'interaction sexuelle, sont essentielles pour la construction même de tout ce qui est vivant sur la planète. L'évolution n'est pas due à un mécanisme d'élimination qui produirait rien, mais bien au contraire à une production de différences. Et tout sur la planète est organisé pour cette différence. Le désir, par exemple, sexuel entre les partenaires se mesure à travers les MHC, c'est-à-dire le complexe d'histocompatibilité. C'est quoi le MHC de l'autre? Ça, c'est important. On pourrait bien sûr penser que la femelle, par exemple, cherche le MHC du mâle parce qu'elle va chercher des bons gènes. Mais si c'était le cas, depuis des générations et des générations qu'elle chercherait des bons gènes, il n'y en aurait plus à trouver. Tous les individus seraient déjà les descendants de ces bons gènes-là. Elle n'aurait donc plus de choix possible. Or pourtant, elle continue à se montrer extraordinairement sélective, préférant certains mâles à d'autres. Ce qu'on préfère en règle générale dans le MHC des autres, c'est la différence. Les MHC, plus ils sont différents, plus évidemment d'un point de vue immunitaire, ça donnera à la descendance d'autres possibilités que les possibilités originales. Cette recherche de différence va produire quelque chose d'incroyable dans la sexualité. C'est que du coup, au bout d'un moment, les odeurs vont nous être trop familières et peut-être que le MHC finira par ne plus être aussi important dans le désir et voire affadir le désir. Et donc il faudra à nouveau quelqu'un d'autre avec un autre MHC pour relancer ce processus du désir. Des fois, ça peut durer très longtemps, d'autres fois, ça peut durer très peu de temps. Ça signifie aussi que, contrairement à notre hypothèse de base, que quelqu'un serait là exprès pour nous, pour toute la vie,
et tous ces éléments de fidélité qu'il encourt, eh bien notre processus de base ne fonctionne pas. Il y a au contraire des milliers d'autres partenaires sexuels qui possèdent des milliers de MHC différents et qui nous permettent de nous intéresser à eux. Comme on cherche toujours cette différence, ces éléments qui vont construire ça vont participer à la diversité. Plus on est différents les uns des autres, plus on conduit à de la diversité. Cette diversité elle-même étant l'élément qui va structurer les écosystèmes.